Juventini, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast numéro 6 de Style Juve. Et oui, déjà le 6e épisode pour nous. On continue le bilan de la saison. Aujourd'hui, on a fait la défense, on a fait le milieu. Et c'est en toute logique aujourd'hui qu'on fait l'attaque. Et avec moi pour parler de l'Armada Bianconera, j'ai un duo d'attaque aussi redoutable que le tandem Trezeguet Del Piero. D'un côté, on a Calo. Bonjour Calo. Salut à tous, salut. Et de l'autre côté, on a Émilie. Émilie, salut. Salut. Et donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va décortiquer un petit peu cette attaque et je vous propose de commencer avec une question qu'on a eue notamment sur notre forum. C'est la question de Tapion qui nous demande si l'attaque était-elle moins prolifique ou si c'est juste une impression. Alors, on va prendre un petit peu les statistiques. La Juventus, cette saison, elle a marqué 86 buts. C'est la deuxième meilleure attaque du championnat. Est-ce que vous savez quelle est la meilleure attaque du championnat d'ailleurs ? C'est la Lazio, je pense, non ? C'est la Lazio, oui, 89 buts. Et le Napoli, dont on a tant vanté le jeu spectaculaire, est un petit peu derrière quand même avec 77 buts. Mais pour aller un petit peu plus loin quand même sur les statistiques justement de notre attaque, pour voir si elle était plus ou moins prolifique, j'ai pris les statistiques de Dybala, Higuaín et Mandzukic en championnat. Ils ont marqué à eux trois 43 buts. Pour ce qui concerne la saison dernière, ils étaient à 42 buts. Donc finalement, ils ont marqué plus ou moins le même nombre de buts. Et pourtant, c'est vrai qu'on a eu une impression que cette attaque elle a un petit peu rencontré des difficultés cette saison. Émilie, qu'est-ce que tu as pensé de l'attaque cette saison justement ? Est-ce qu'elle était à la hauteur ? Est-ce qu'elle était plus forte qu'avant ? Ou toi aussi, tu as eu une impression un peu brouillonne autour d'elle ? Plus forte qu'avant, absolument pas. Plus brouillonne, très certainement. Pour moi, cette attaque, elle a manqué d'être décisive dans les moments les plus importants. J'ai plutôt cette impression que c'est plutôt les milieux ou les défenseurs qui ont plutôt marqué pour débloquer le jeu ou pour donner un certain avantage sur certains matchs qui étaient importants. Ce que l'attaque a eu beaucoup de difficultés à faire. Alors après, il y a peut-être plusieurs explications possibles. Je pense déjà que ça peut s'expliquer par rapport aux équipes qu'on rencontre en règle générale. Affronter la Juve, pour eux, c'est un peu le match de l'année. Donc, on va se retrouver avec des équipes qui défendent beaucoup, qui n'ont pas envie d'encaisser, donc qui vont beaucoup bloquer notre attaque. Je pense que ça peut s'expliquer par ce facteur-là. Après, est-ce qu'il y a un rôle aussi du milieu de terrain qui a été moins bien accompli cette saison que la saison passée ? Certaines lacunes peut-être aussi qui ont été difficiles à combler. Moi, je me rappelle du début de saison où on a eu beaucoup de mal à jouer avec les mêmes personnes sur le terrain plus de 2 matchs. Donc, c'est difficile derrière de créer une cohésion et de créer un équilibre dans le jeu. Donc, je pense aussi que ça peut s'expliquer par ça. Les joueurs ont mis du temps à se mettre dans le bain et à tous réussir à bien jouer ensemble. Moi, ce qui m'a le plus marqué, justement, tu parles de jouer ensemble. Ce qui m'a le plus marqué vraiment, c'est que j'ai l'impression qu'aucun de nos attaquants a été en forme au même moment cette saison en fait. C'est-à-dire que Dybala, il a commencé la saison très fort et il doit être, je crois, à 10 buts en 7 matchs, quelque chose comme ça. Il est vraiment tonitruant. Ensuite, on va dire que c'est un peu Higuaín qui a pris le relais et puis sur la fin de saison, c'est Douglas Costa qui était vraiment très fort en fait. Mais j'ai eu l'impression pratiquement qu'à aucun moment dans la saison, on a eu ces 3 joueurs-là, mais aussi on peut ajouter Mandzukic et Bernardeschi. On les a pas eu vraiment tous en forme au même moment en fait. Et je pense que c'est aussi ça qui a donné cette impression en attaque, c'est-à-dire qu'elle, sur des périodes, elle reposait toujours sur le même joueur. Je sais pas si t'es d'accord avec cette analyse, Calo. Oui, c'est sûr, hein, on a eu nos joueurs qui n'étaient pas en forme au même moment. T'as Dybala, il a marqué 22 buts cette saison. Il en avait déjà marqué 10 au mois de septembre. Donc, et puis sont arrivés les autres. C'est en fait. Hein. Sinon, pour répondre à la première question, est-ce que l'attaque est moins prolifique ou pas ? C'est juste une impression. Comme tu as dit, on a marqué 11% de buts de plus. Mais ce qui donne l'impression qu'on a marqué de moins, c'est que notre avant-centre, notre numéro 9, Higuaín, il a marqué 10 buts de moins, quoi. La saison dernière, il avait marqué plus de 30 buts, cette année, un peu plus de 20. Donc un tiers de buts de moins, et c'est ce qui fait que l'impression qu'on a marqué moins de buts, il vient plus vers l'arrière, il sacrifie un peu plus, comme pour se faire pardonner de marquer un peu moins, et voilà, à mon avis, c'est ça qui donne l'impression qu'on est moins fort offensivement. Alors, on reviendra peut-être sur le cas d'Higuaín plus en détail avant, mais si finalement notre numéro 9
est obligé de revenir au milieu de terrain, c'est peut-être qu'il y a un problème au milieu justement, c'est peut-être qu'il y a un manque dans la transition en fait offensive. Oui, c'est sûr, hein, comme on a vu la semaine dernière, le seul milieu qui a fait de grandes performances cette année, c'est Pjanic, hein. Aussi bien en passe décisive qu'en récupération de ballon. C'est sûr que si les autres sont décevants ou particulièrement mauvais comme Khedira cette saison, il y a Dybala qui doit redescendre au milieu de terrain pour récupérer les ballons. Vous avez les ailiers. Les quelques matchs qu'a fait Bernardeschi cette saison, on le voyait, c'était quasiment je vais pas dire un latéral, mais il descendait vraiment très très bas pour récupérer les ballons, quoi. Le milieu ont pas fait leur taf cette saison. C'est une évidence. Pour ça, je suis d'accord avec Amy. Voilà quoi, donc on peut pas non plus leur en vouloir de pas avoir été super brillant toute la saison. S'ils doivent faire le taf des milieux de terrain, ça pose problème, c'est sûr. Pour analyser un petit peu mieux la question, maintenant je vous propose de rentrer un petit peu plus en détail sur les cas individuels et on va se pencher un petit peu justement sur les recrues dans un premier temps pour voir ce qu'elles ont apporté. Elles ont à peu près été payées le même prix, hein, même s'il y a une saison de décalage puisque Douglas Costa était ici en prêt avec option d'achat et on vous confirme d'ailleurs que l'option d'achat a bien été levée, ça a été officialisé la semaine dernière par la Juve. Douglas Costa, donc cette saison, c'est 31 apparitions, dont 18 titulaires en championnat, et c'est 4 buts et 12 passes décisives. Belle stat sur ce dernier point. Et puis du côté de la Ligue des Champions, par contre, c'est un petit peu moins, c'est 10 apparitions et seulement une passe décisive et aucun but. Calo, qu'est-ce que tu en as pensé de la saison de Douglas Costa? Douglas Costa, c'est la bonne surprise de la saison, hein. Je veux dire, techniquement, on le connaissait. À nos dépens, je vais dire, quand il jouait au Bayern, il nous avait marqué un superbe but là. Enfin bon, bref, vaut mieux plus y penser. Mais concrètement, dans les résultats, moi j'étais étonné, hein. J'avais peur d'un joueur un peu fumeux, un peu plus de fumée que de feu, quoi. Je voyais comme un joueur, comme un dribbleman qui était pas toujours concret. Et là, comme tu as dit, c'est impressionnant niveau passe décisive. J'ai regardé un peu entre Coupe d'Italie, Championnat et Ligue des Champions. J'ai 14 passes décisives, donc une en plus que ce que tu as donné. À mon avis, ça doit être en Coupe d'Italie. Mais il n'a joué que 7 matchs pendant 90 minutes, quoi. Le reste, c'était soit des entrées en cours de jeu, soit il était remplacé en cours de jeu, mais des matchs entiers, il n'en a fait que 7. Pour moi, il est vraiment impressionnant, vraiment grand joueur. Alors pour vraiment devenir un tout grand, il doit arranger ses problèmes de finition. Il a marqué que 4 buts, ce qui est vraiment pas énorme, mais il a tellement donné de passes décisives. Bref, pour moi, il est vraiment la grande belle surprise cette saison, c'est lui, quoi, Douglas Costa. Moi, c'est vrai que je regarde pas beaucoup le Bayern Munich, donc comme toi, je le connaissais surtout pour ce qu'il nous avait montré en Ligue des Champions. Et c'est vrai que ce que j'ai beaucoup aimé moi cette saison, c'est comme toujours le travail d'Allegri avec lui en fait, c'est-à-dire que il a mis du temps vraiment à lui donner le temps de jeu, on va dire qu'il mérite, hein, comme tu l'as dit, seulement cette fois il a joué 90 minutes. Mais enfin, on a vraiment vu pour le coup une évolution flagrante chez un joueur et j'ai rarement vu des recrues sur une saison comme ça autant évoluer. Je pense qu'il a vraiment gagné en intelligence de jeu en fait en arrivant à la Juve et il sait mieux dépenser son énergie, il sait quand faire les efforts défensifs, comment les faire, il sait quand dynamiter aussi les équipes adverses, même si ça a toujours été une de ses qualités premières. Donc c'est vrai que là-dessus, il a été très impressionnant. La stat de passes décisives en championnat, 12 passes décisives, elle parle d'elle-même. Je veux dire, c'est un joueur qui n'a pas marqué beaucoup, du coup 4 buts seulement, mais qui se mixe parfaitement en collectif, et c'est pas toujours le cas avec les joueurs qui dribblent beaucoup comme ça. Souvent, ils ont tendance à être un petit peu trop individualistes, on va dire. Et lui, il sait faire justement la part des choses. Moi, ça a été une bonne surprise cette saison, mais là, j'attends vraiment la saison prochaine parce que je me dis maintenant qu'il s'est intégré à la Serie A, qu'il connaît le football italien. Je me dis, s'il repart comme il a terminé la saison, ça va faire très très mal, hein. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Émilie. Ouais, je suis totalement d'accord sur ce dernier point. Je suis d'accord aussi avec vous. Moi, quand il est arrivé, j'avais un peu peur qu'il se colle vraiment à sa réputation avec beaucoup de dribbles et beaucoup d'actions perso. Au final, il a peu joué en première partie de saison, on l'a peu vu. Moi, j'ai vu vraiment une belle évolution du joueur au fur et à mesure de l'avancée de la saison. Il a été peu titulaire, mais en même temps, moi, je trouve qu'il a été beaucoup plus décisif et important en entrée de jeu pendant les matchs qu'en partant titulaire, par exemple. Je trouve que c'était vraiment une belle valeur ajoutée de pouvoir le lancer au milieu des matchs, et sa vitesse redynamise quand il y en a besoin. Il va booster un petit peu les joueurs qui auraient pu s'endormir pendant certains matchs. J'ai trouvé
j'ai trouvé son implication très, très importante et pertinente en même temps. Il a été très très bon à donner le ballon en fait. Concrètement, peut-être il a pas beaucoup marqué, mais en fait c'est parce qu'il donne énormément le ballon. Le nombre de passes décisives qu'il fait, c'est quand même assez impressionnant. Il est très très technique, je le trouve vraiment fort. C'est vraiment vraiment chouette qu'on ait un joueur comme ça. Maintenant, je sais pas si l'année prochaine il va réussir à nous montrer quelque chose de plus échelonné sur tout un match. Est-ce qu'il pourra tenir tout un match en nous faisant les mêmes coups d'éclat qu'en entrant en cours de jeu, ou est-ce qu'il sera justement toujours ce super remplaçant qui va tout dynamiter en rentrant en cours de jeu? C'est vrai que tu soulèves un point intéressant. Moi aussi j'ai eu cette sensation des fois qu'il était meilleur effectivement quand il rentrait en cours de jeu, et ça se comprend parce qu'évidemment on affronte des équipes qui sont plus fatiguées à ce moment-là, et du coup sa capacité d'accélération fait encore plus mal. Si on juge le travail de la direction, il y en a aujourd'hui qui disent que finalement d'avoir eu ce joueur à 40 millions d'euros, c'est une véritable aubaine parce qu'il en vaut très certainement le double aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Calo? Est-ce que pour toi c'est vraiment un gros coût financier aussi? Ah ben, en attaque, notre mercato, sans faute, hein. Lui et Bernardeschi, dans un autre style, on se demande combien de temps ça durera cette baraka, quoi. On est béni par les dieux, hein. Parce qu'on n'en rate pas une, enfin, à part une ou deux mauvaises occasions, mais c'était des joueurs qui n'étaient pas un grand poids financier pour le mercato, mais non, là, que ce soit lui ou Bernardeschi, pour moi, c'est top, hein. C'est deux très très bonnes recrues, c'est sûr. T'abordes Bernardeschi, justement, on peut en parler. Pour lui, c'est 22 apparitions cette saison, mais seulement 7 fois titulaire en championnat. Il a marqué 4 buts en championnat aussi, c'est 6 passes décisives. En Ligue des Champions, c'est 5 apparitions, mais seulement une titularisation aussi. Et puis, il a marqué quand même son premier but, justement, en Ligue des Champions, c'était contre l'Olympiakos. Finalement, bon, il y a eu une fin de saison un petit peu compliquée avec des pépins physiques, mais on aurait aimé en voir plus de Bernardeschi, surtout en début de saison. Moi, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'il était sur le terrain, il était décisif, soit avec un but, soit avec une passe décisive. T'as eu cette impression-là, Émilie? Toi aussi, t'aurais aimé le voir plus, finalement? Très clairement, oui. J'ai d'ailleurs très peu compris Allegri sur sa gestion de Bernardeschi. Bon, après, c'est lui qui voit les joueurs à l'entraînement toute la semaine, et s'il le faisait pas autant jouer que ça, il devait avoir ses raisons. Mais moi, j'aurais aimé voir beaucoup plus de Bernardeschi cette saison. Je pense qu'il apporte quelque chose en plus quand il est sur le terrain. Il y a vraiment une valeur ajoutée encore pour lui là, qui est certaine. J'ai vraiment j'ai envie de voir plus de lui la saison prochaine. Je veux le voir titulaire, je veux le voir jouer sur des matchs importants. Je veux voir ce qu'il peut nous apporter. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité et qui a l'air très concentré pendant les matchs. Je veux dire, il a cette volonté de bien faire les choses et d'apporter vraiment quelque chose à l'équipe en plus. Il a un très bon comportement, une très belle attitude sur le terrain, et j'ai beaucoup apprécié ça. Donc moi, j'ai aucun doute sur le fait que ça peut être un joueur, ça peut être notre vraie bonne recrue de l'année prochaine en fait. Même s'il est déjà à nous, vu qu'on l'a quand même peu vu cette saison, moi je pense qu'il peut être la bonne surprise de la saison prochaine. C'est vrai que niveau comportement, je trouve que Bernardeschi, il incarne tout l'intérêt de recruter des Italiens, justement. Parce que lui, il sait qu'il est déjà arrivé au top, en fait. Il sait que dans sa carrière, il ira jamais plus haut que la Juve, parce que je pense pour lui, la Juve, c'est ce qu'il y a de plus haut, justement, à atteindre, en fait. Et on l'a vu vraiment passionné, et habité en fait par l'envie de gagner des titres avec la Juve, mais même par le fait de porter ce maillot-là. Et il marque d'ailleurs contre la Fiorentina, et il s'est pas empêché de célébrer son but finalement, hein, parce que voilà, il a ce maillot en lui beaucoup plus que celui de la Fiorentina. Calo, comment t'expliques finalement ce faible temps de jeu pour Bernardeschi? Ah ben c'est le concept du joueur brûlé, hein. C'est typiquement italien ça, hein. Faut savoir qu'en Italie, quand tu joues à la Juve, il n'y a pas de pardon, on ne laisse pas le temps de t'habituer ou quoi que ce soit. Tu joues mal 2 matchs, t'es détruit par la presse, quoi. Donc il y a des joueurs qui ont été brûlés par leur entraîneur parce qu'ils avaient trop de pression sur leur dos, et voilà, ils n'ont pas eu le temps de s'habituer. Là, je pense qu'il est rentré dans l'effectif et dans la rotation de l'effectif avec au rythme qu'il fallait. Bon, déjà ce joueur-là, je l'aime beaucoup avec Chiesa. Pour moi, c'est le futur de football italien. Donc vraiment, il a fait une bonne entrée en matière. Il n'a pas eu peur, il n'a pas ressenti le poids du maillot. Les stats, tu les as donnés. Pour moi, je trouve ça très très correct pour un remplaçant.
entre Serie A et Ligue des Champions, il a quand même marqué 5 buts et fait 7 passes décisives sur un peu plus de 900 minutes jouées, donc oui, pour un remplaçant, c'est très bien. Pour moi, il a fait sa saison d'introduction, c'est-à-dire, voilà, c'est une première saison, il vient de faire 24 ans, c'est très bien comme ça, et l'année prochaine, il faudra qu'il fasse une saison de chiffres, pour voir si il explose définitivement, ou si c'est une éternelle promesse, mais moi j'y crois, franchement, ce joueur-là, j'y crois. Techniquement, il a un mauvais côté, c'est que je le trouve pas assez explosif dans l'accélération. Ça, c'est important pour le poste auquel il joue, donc il doit travailler vraiment ça, son accélération, pour qu'il puisse déborder les joueurs avec plus d'aisance. Mais à part ça, le mec, il a tout, hein. Il est fort coup de pied arrêté, contrôle, dribble, technique, il a une bonne vista, il a le physique aussi. Non, pour moi, futur grand joueur, hein. J'espère pas me tromper, hein. Futur grand joueur. Et moi, par rapport aux qualités que tu cites, justement, je me demande si c'est vraiment un ailier, finalement. J'aurais peut-être aimé plus le voir, justement, c'est dans pas un ailier, rôle hein. C'est pas un ailier. Ouais, mais je trouve qu'on l'a beaucoup vu à droite, et j'aurais bien aimé plus le voir dans un rôle de vice Dybala, justement, en numéro 10, en fait. Peut-être que dans l'axe, il serait, je pense, peut-être même meilleur, en fait, par rapport à ses capacités, justement, techniques, et le fait qu'il n'ait pas forcément cette explosivité que Douglas Costa a, par exemple. Ben, disons que il était pas en numéro 10, il était pas dans l'axe, je suis pas sûr que ça soit son rôle. Il était pas ailier non plus, parce que c'est un gaucher, joue à droite, donc c'est en italien on dit c'est un esterno, c'est un attaquant extérieur, on pourrait dire en français, un peu comme Robben quand il joue à droite avec le pied gauche, c'est-à-dire il rentre dans l'axe avec son pied gauche pour pouvoir faire une frappe de loin, décocher une frappe de loin, ou alors faire une passe en profondeur. Le centre, c'est pas son truc, hein. Si on veut le faire centrer, il faut le mettre à gauche, quoi. Il faut pas le mettre là. Je pense que dans le futur, il pourrait aller dans l'axe, mais plus en numéro 9,5, plus en 9,5 qu'en 10. Parce que je pense pas qu'il ait la vista pour être un grand 10, mais enfin bon, bref, le futur nous le dira, mais là, pour le moment, je pense qu'il peut faire une bonne carrière en externe, en attaquant extérieur. Dans un 4-3-3, ça peut être... ils peuvent vraiment faire quelque chose de bon. Vous avez pas trop de crainte sur l'aspect physique, hein. On a un peu parlé du ligament croisé en fin de saison. Bon, finalement, c'était moins grave que ça. Mais il n'a pas participé à la retraite de la Nationale finalement en cette fin de saison. Donc, il y a quelques craintes à ce niveau-là qui se sont manifestées. C'est peut-être aussi un petit peu lié au fait qu'il a peu joué. Peut-être que du coup, il y a un enchaînement des choses qui est plus difficile à faire, peut-être sur son cas à lui, je sais pas. Mais je pense que c'était préventif, hein, qu'il a pas joué en fin de saison avec la Nationale, hein. C'était pas des séquelles de la blessure, c'est simplement, à mon avis, la Juve a demandé à la Nationale, comme c'était des matchs amicaux, de pas le faire jouer pour qu'il se remette bien. Mais non, moi j'ai pas de soucis, il est encore jeune, hein. C'est pas, il a pas 30 ans, quoi, donc à 23 ans, 24 ans, tu te fais les ligaments, évidemment c'est une grosse blessure, mais tu t'en remets, quoi. Et d'ailleurs, pour la précision, il n'est pas parti en vacances, hein. Il est rentré à Turin pour se faire soigner, justement. On parlait de la pression de Bernardeschi. Il est à Las Vegas, non? Il est à Las Là, Vegas, il est parti. Non, mais il est parti en vacances aux États-Unis, mais sur la période des matchs de la Nationale, il était à Turin, en fait. D'accord, oui, effectivement. Je pense d'ailleurs que c'est utile de préciser que c'est un joueur qui travaille beaucoup son physique et qui s'entraîne beaucoup. Il poste régulièrement des choses sur les réseaux sociaux à ce propos-là, donc je pense que c'est quelqu'un de très sérieux aussi de ce côté-là. Bernardeschi, du coup, on l'a dit, oui, il a eu un petit peu moins de pression cette saison aussi, parce que finalement, il n'a pas eu ce numéro 10 dont on avait parlé pendant un moment à son arrivée. Le numéro 10, c'est Paolo Dybala qu'on a hérité. Je vais vous rappeler un petit peu ses statistiques à notre Roya. C'est 22 buts en championnat et 5 passes décisives sur 33 apparitions. Et puis la stat qui fait un peu tâche, par contre, c'est 8 matchs de Ligue des Champions et seulement 1 but. Alors, comment vous la jugez cette saison de Paolo Dybala? Est-ce que avec ce numéro 10, vous estimez qu'il a fait ce qu'on attendait de lui, ou est-ce que vous êtes un petit peu déçu? Calo, je te laisse commencer. Pour moi, il a fait une saison très très décevante, hein. D'ailleurs, quand j'avais écrit ça sur Twitter, j'ai eu 2-3 fans qui m'ont sauté dessus en me sortant les stats, comme quoi il avait marqué 22 buts cette saison. Et comme je le rappelle, dans les 22 buts, il en a marqué 10 au mois de septembre, hein. Donc on va dire que du 1er octobre à aujourd'hui, il a marqué 11 buts, il a fait très peu de passes décisives. Dans l'absolu, c'est pas mauvais, mais par rapport à ses
par rapport à son potentiel, c'est très 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 peu. Voilà, c'est très peu. Il a marqué. N'oublions pas qu'il nous a sauvé une ou deux fois cette saison. Il a marqué un but à la dernière minute contre la Lazio, contre Tottenham aussi. Il a fait un but super. Merci à lui, mais par rapport à son potentiel, c'est trop bas quoi. Bon, maintenant apparemment il a quelques problèmes privés avec sa copine, quelques problèmes physiques aussi. Il a été blessé quelques matchs. Mais voilà, moi je m'attends beaucoup plus de Dybala par rapport à son potentiel, parce que niveau potentiel, pour moi c'est un des meilleurs, voire le meilleur 10 au monde, hein. Dans cette catégorie d'âge là, avec Eriksen et Asensio peut-être, je vois pas mieux au monde quoi. Donc pour moi il peut faire beaucoup plus. C'est vrai que j'ai eu longtemps un peu la même sensation que toi justement sur la fin de saison, d'une saison qui était un petit peu décevante, et puis finalement j'ai pris le temps quand même de revoir un peu tout ce qu'il avait fait, et je me suis dit quand même c'est une sacrée saison. Il nous fait gagner contre la Lazio, il nous fait gagner contre l'Inter, donc enfin c'est lui qui nous fait gagner le Scudetto pratiquement cette saison. Mais c'est vrai qu'il y a deux choses en fait qui ont vraiment terni la saison de Dybala. Il y a d'abord le fait qu'il ait commencé très fort en fait, quand il marque je crois un ou deux triplés en début de championnat, ou d'avoir un triplé ou un doublé. Donc on pensait qu'on avait ce joueur un peu qui allait être notre Cristiano Ronaldo à nous, enfin ce que représente Cristiano Ronaldo pour le Real et ce que représente Lionel Messi pour le Barça, en fait le joueur qui va nous faire gagner les matchs et qui va vraiment porter l'équipe cette saison. Et finalement, ça s'est un peu terni justement sur le reste de la saison où il n'a pas été aussi efficace. Ça, c'est déjà le premier point en fait, du coup, qui a créé de la déception en fait, parce que les premières attentes qu'on avait ont eu une confirmation, donc on s'attendait à ce que ça dure pour toute la saison. Et puis le deuxième point, ce qui fait tâche, c'est que il y a qu'un seul but en Ligue des Champions, quoi. Et qu'après le doublé qu'il marque contre le Barça l'année dernière, on s'imagine à ce que Dybala devienne non seulement un grand joueur en Italie, mais aussi un grand joueur en Europe en fait. Et ça, il n'a pas encore réussi à le démontrer, alors que c'était vraiment le point sur lequel on attendait peut-être le plus, le cap qu'il devait vraiment franchir cette saison, c'était la Ligue des Champions, et il l'a pas encore fait. Et ça, c'est vraiment, c'est dommage, on va dire. Maintenant, voilà, sa mission à lui, c'était aussi la Coupe du Monde. Et il l'a rempli, et j'espère qu'il va passer un bon moment en Russie. Mais voilà, l'espoir maintenant de le voir briller en Europe, il va revenir pour la saison prochaine. Émilie, ton avis sur la saison de Dybala ? Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Pour ma part, je pense que dans un premier temps, Dybala s'est énormément fait manger par l'extra sportif. Je pense que sa saison est le reflet des problèmes personnels qu'il a pu avoir pendant la saison, en dehors du coup du terrain. À côté de ça, il a commencé très très fort, et je pense que ça aussi, comme tu l'as dit, ça a beaucoup joué. Les tifosi ont été tout de suite enthousiasmés, ils se sont dit ça y est, on a vraiment cette Roya sur le terrain qui peut nous marquer 2-3 buts par match et tout exploser sur son passage. Malheureusement, en fait, Dybala, il est jeune encore, et il n'a pas encore cette conscience, je pense, des choses et cette stabilité qui lui permet d'avoir ce que peut donner un Messi ou un Ronaldo après autant de saisons et de bouteilles, en fait. Il a le 10 sur les épaules pour la première saison, c'est une énorme responsabilité. On sait que quand Pogba avait hérité du 10, ça avait été très très dur pour lui aussi. Je pense quand même que ce maillot, il a un poids, ce numéro a un poids, et ça joue aussi sur les performances sur le terrain. Je pense qu'au début, il avait un peu d'insouciance, il s'est dit que ok, on le prend comme ça et on continue comme la saison passée. Il y a eu beaucoup d'attentes derrière ces premiers matchs et beaucoup de pression des médias aussi, je pense, de la presse, etc., qui l'ont beaucoup mis sur le devant de la scène. Et derrière, je pense que ça a pu jouer sur son mental et sur le fait que il a pu avoir une certaine pression qu'il n'a pas su gérer. Donc ce sera son défi à lui maintenant sur la saison qui vient, s'il est encore chez nous la saison prochaine. Ce sera vraiment de trouver cette stabilité, de pas se faire bouffer par la pression et justement de réussir à franchir ce cap en Ligue des Champions, parce que c'est le point primordial quelque part, hein, parce que on a bien vu. Moi, en tout cas, je constate que Dybala, il a quand même plus marqué que la saison dernière. Donc, il n'a pas fait une mauvaise saison à mon sens, au contraire. Il a fait une bonne saison, mais elle est moins bonne que ce qu'on aurait pu s'attendre, en fait. Et c'est surtout ça. Je pense que ça se voit beaucoup sur le fait que la saison dernière, Higuaín avait plus marqué, il a moins marqué cette saison. Dybala a plus marqué cette saison que la saison dernière. Et donc, je pense que l'équilibre se trouve ici.
Maintenant, Dybala, pour moi, il est très fort et il lui manque juste cette stabilité, peut-être aussi en dehors du terrain, pour être stable sur le terrain. Émilie, t'as dit s'il est encore là la saison prochaine, t'as des doutes? Avec Dybala, je pense qu'on aura toujours un peu des doutes, sachant qu'on le met un peu sur le piédestal d'être un des meilleurs joueurs de la Juve. Dans cette optique-là, il est forcément convoité par les meilleurs clubs en Europe. Donc, un gros chèque, ça peut toujours tenter, surtout quand on est jeune comme lui et qu'on peut se faire détourner facilement. Maintenant, lui-même a dit la saison dernière, l'a répété cette saison, il aimerait devenir une emblème de cette Juve. Son modèle, c'est Del Piero. Moi, j'ai envie d'y croire. J'aimerais vraiment voir Dybala écrire une grande page de l'histoire de la Juve. Maintenant, il va falloir qu'il soit fidèle pour ça. Calo, Dybala, il va quand même pas faire comme Pogba et partir un an après avoir récupéré le numéro 10. Mon pied a coupé, hein. Jamais il partira cet été. Hein. J'en suis persuadé. Non pas qu'il soit invendable. Hein. C'est parce qu'après une saison moyenne, sa cote est au plus bas et la Juve ne vend un champion que quand sa cote est au maximum. Donc avec la saison qu'il vient de faire, il doit valoir dans les 120 millions. Et la Juve ne vend jamais un joueur à son prix. Il le vend toujours au-dessus de son prix. Quand on parle d'un joueur, comment je veux dire, avec Apil, hein, je parle pas d'un Sturaro. Hein. Un joueur avec Apil, on le vend toujours plus cher que son prix. Et là, je vois personne mettre 180 millions sur lui. Donc à moins que le PSG veut s'acheter une âme avec des pièces en or, je vois pas qui pourrait l'acheter pour une grosse somme. Donc à mon avis, il ne partira pas cet été, j'en suis persuadé. Oui, et puis je dirais même qu'en fait la Juve, elle doit même pas se poser la question de la valeur de Dybala en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux joueurs aujourd'hui, il y a Pjanic et Dybala, et c'est les deux joueurs sur lesquels tu dois construire toute ton équipe. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais tu sais, comment vais-je dire, on est une équipe qui s'autogère financièrement, non pas que, comment vais-je dire, nos propriétaires soient radins, c'est simplement que on est un club coté en bourse et notre bilan ne peut pas être négatif, quoi. Donc, arrivé à un moment, si quelqu'un arrive avec un chèque de 200 millions d'euros pour un joueur, le joueur part. Et avec la saison qu'il a fait, il n'y a personne qui donnera 200 millions pour lui. Bon, maintenant, qui sait, mais je ne pense pas. Tout dépend de sa volonté aussi à lui, parce qu'on sait que la Juve garde difficilement des joueurs qui veulent s'en aller. C'est vrai, mais à mon avis, c'est un slogan, parce que si un joueur veut partir, mais qu'il n'a pas une grosse offre, on le fait pas partir. Hein. Genre, si Dybala va voir Marotta, il dit, voilà, je veux partir, mais il n'y a personne qui veut donner plus de 100 millions pour moi, ben, on va lui dire, bah non, mais tu apportes l'acheteur avec une grosse somme, et puis tu partiras, quoi. Je suppose. Sur ce point, je suis assez d'accord aussi. Bon, un attaquant argentin qui risque de partir de la Juve, il y en a un. Mais avant d'aborder le sujet qui enflamme la toile en ce moment, je vous laisse dire un mot peut-être sur la saison de Mandzukic. Il a beaucoup donné, il a été là. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il a été là vraiment dans le gros match de la saison, c'est-à-dire qu'il a claqué son doublé contre le Real Madrid au match retour, alors que Dybala n'était pas là justement. Bon, c'est un joueur de caractère qui donne tout pour le maillot. Il est adoré par les tifosi. Est-ce que l'histoire de Mandzukic est arrivée à son terme avec la Juve ou est-ce qu'on peut quand même encore compter sur lui pour les saisons à venir? Émilie? Je l'aime de tout mon cœur, moi je veux pas qu'il parte. Tout ce qu'il apporte sur le terrain, cette grinta, cette envie, il est partout à la fois, c'est un attaquant, c'est un défenseur, ça peut être un milieu. Il a joué gardien plus ou moins sur des actions, voilà. Moi, je pense que Mandzukic, il est essentiel. Il apporte quelque chose qu'aucun autre joueur peut apporter. Bien sûr, il marque pas autant que des Higuain et des Dybala, mais ce qu'il apporte lui, c'est quelque chose que Dybala et Higuain n'apportent pas non plus. Je pense qu'il apporte quelque chose de très complémentaire au reste de l'équipe. Maintenant, c'est surtout à cause des départs qu'on a déjà, donc à savoir Buffon par exemple. Je pense que Mandzukic, c'est quelqu'un qui peut apporter cette force sur le terrain aussi, comme Chiellini par exemple. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un joueur dont on a besoin, notamment avec l'arrivée de plus jeunes qui auront besoin de s'adapter à cette ambiance Juve, à cette atmosphère, d'avoir la gagne, de vouloir toujours ça. Pour moi, Mandzukic ne doit pas partir jamais, ou en tout cas pas encore cette saison. C'est peut-être un des rares sénateurs étrangers du vestiaire de la vieille dame, parce que moi j'ai vraiment l'impression, même s'il s'exprime pas beaucoup sur le terrain avec les journalistes, tout ça, je pense que dans le vestiaire il parle beaucoup plus, et moi il me renvoie vraiment cette impression de sénateur. Il y a peut-être des sirènes aujourd'hui en Chine qui pourraient peut-être l'attirer avec des grosses offres financières. Kello, finalement, si Mandzukic doit partir, ce sera juste sa volonté. La Juve, elle va pas se
se permettre de se séparer de Mandzukic, tu crois? Oui, il y a eu beaucoup d'échos, hein, comme quoi lui voulait partir, pas parce qu'il n'était pas bien au club ou parce qu'il n'aimait pas le club ou quoi que ce soit, c'est simplement pour sa position sur le terrain. Il en a marre de jouer sur l'aile gauche, quoi. Il voulait jouer dans l'axe, quoi, sa vraie place en numéro 9. Hein. Il en avait marre de faire tout le sale boulot et donc il y a eu des rumeurs. Mais non, apparemment, d'après les dernières rumeurs, Allegri l'a convaincu de rester. Et je pense qu'il doit rester parce que de un, c'est le taulier, c'est le mec qui est là, qui fait le taf et qui brille dans les grands matchs très souvent. On parle beaucoup du retourné de Cristiano Ronaldo, mais souvenez-vous, ils sont retournés en finale de Coupe des Champions l'année dernière. Donc c'est le mec des grands matchs et surtout par rapport à son âge, il a 32 ans maintenant, je pense. Oui, 32. Par rapport à son âge, il n'a pas une grosse valeur sur le mercato, donc se passer de lui pour recevoir 15 millions en retour, ça en vaut pas la peine. Non, pour moi il doit rester, hein. C'est solide, c'est le camionneur de l'équipe et voilà, donc pour moi oui, il doit rester. Un petit mot aussi sur la saison de Cuadrado, Émilie. Je suis mitigée. Il a montré des belles choses et en même temps j'arrive pas à ne pas être déçue parce qu'il a montré d'autres. Je m'attendais un peu à mieux, surtout après la saison passée. Je n'ai pas trouvé qu'il ait apporté plus que la saison dernière et moi je suis pas très emballée. Maintenant, j'ai trouvé son rôle intéressant en remplacement sur l'aile en défense. Ça, c'est un rôle qu'il a plutôt bien tenu alors que c'est pas le sien et il a plutôt géré, donc il m'a assez impressionné sur ce point-là. Mais après, en dehors de ça, je l'ai trouvé très inconstant. Une concentration pas forcément toujours au rendez-vous, donc je sais pas, peut-être qu'il a besoin de se ressaisir, je sais pas trop ce qui allait pas, mais moi j'ai été un peu déçue par cette saison. Je dirais dans la continuité de ce qu'il avait fait par le passé, justement. Après il a eu une longue blessure et il est revenu en marquant un but important contre le Milan. Donc oui, comme toi, je te rejoins sur l'aspect concentration. Je crois que s'il reste pas plus dans les matchs et s'il n'utilise pas plus son cerveau, il n'a pas fini de recevoir des petites claques d'Allegri comme on avait pu le voir à certains moments dans cette saison. Calo, qu'est-ce que tu en as pensé de Cuadrado, toi? Alors moi j'en pense que vous êtes la voix de la raison, mais moi je suis la voix du cœur et Cuadrado je l'aime, donc pour moi il faut qu'il reste toute sa vie, même après, même au-delà, quoi. Même quand ça sera un petit ange, il faut qu'il reste aussi. Je veux dire. Non mais enfin le mec, ce qu'il a fait quand il était à Chelsea, pour moi je l'oublierai jamais. Hein. Faut savoir que il était à Chelsea, Chelsea nous l'a prêté, puis il est retourné à Chelsea, il nous demandait une somme incroyable, Chelsea à l'époque, et il y avait Conte qui arrivait à Chelsea, et Conte lui dit mais je t'attends depuis des années, je voulais que tu viennes à la Juve, enfin je t'ai, et lui a répondu je vais rien savoir, je vais retourner à la Juve, quoi. Et c'est une preuve d'amour incroyable qu'il nous a fait, puis c'est un joueur, un grand professionnel. Le mec, qu'il soit sur le banc, qu'il soit en défense, qu'il soit en attaque, qu'il soit sur l'aile, n'importe où, il est toujours là avec le sourire. Mais non, je sais pas, il a peut-être son petit caractère en privé, mais il montre que du bon de l'extérieur. Donc voilà, je ne veux pas écouter vos bons arguments et je garde ma mauvaise foi. Je l'adore. Voilà. Mais au-delà de cette mauvaise foi, tu le mets où, toi, Cuadrado, la saison prochaine sur le terrain? Ah ben, tout dépend de qui sera à gauche. Je veux dire, si on le fait jouer latéral défensif, on peut surtout pas jouer avec Alexandro à gauche, hein, parce que ça fera 2 offensifs. Et ça peut pas fonctionner, il en faut toujours un qui coulisse. Donc c'est-à-dire quand, admettons, l'arrière gauche attaque, il faut que l'arrière droit redescende pour pouvoir passer en défense à 3 et avoir un certain équilibre. Donc tout dépend de qui jouera à gauche, mais à mon avis il va faire un peu tous les rôles, hein. Il commence à avoir un âge, il rentre dans sa trentaine là, il commence à avoir un âge où il peut pas jouer ailier offensif tous les matchs, donc à mon avis il bouchera le trou là où il y aura un trou à boucher, donc mais il fera toujours ça avec beaucoup d'élégance et beaucoup de classe, voilà. Allez, je vous propose maintenant de terminer l'émission avec le débat qui agite donc les réseaux sociaux en ce moment avec l'avenir de Gonzalo Higuaín. Et je vais commencer très fort avec une question qu'on a eue sur le forum de Vaxez qui nous demande: est-ce qu'on a fait une erreur de casting en ayant tout misé sur Higuaín dans l'optique de gagner les Ligues des Champions? Pourrions-nous la gagner avec lui? Alors moi, ma réponse, elle va être directe. Gonzalo Higuaín n'a jamais rien fait gagner à une de ses équipes.
je vois pas pourquoi il l'aurait fait à la Juventus. Enfin, pour moi, ça c'était une chose qui était claire dès le départ. Quel est ton avis sur la question? Ah ben t'as commencé fort là. Attends, je me relève. Alors, c'était quoi, erreur de casting, c'est ça ta question? Bah pour moi c'est pas une erreur de casting parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Avec 90 millions d'euros, qu'est-ce que tu pouvais avoir comme grand attaquant à l'époque? Lewandowski c'était totalement impossible. Je crois que le Real s'était cassé les dents, on va offrir plus de 120 millions à l'époque au Bayern de Munich et Bayern de Munich les a envoyés chier quoi. Donc qui prendre avec cet argent? Bah il y avait que lui sur le marché quoi, que lui de prenable. Donc non, c'est pas une erreur de costing. Après est-ce qu'on peut gagner la Coupe des Champions avec lui? Oui, tout est possible dans la vie, mais je pense qu'il y a mieux dans ce rôle. Voilà. Bon, après, j'ai été un peu dur quand même sur ma première phrase avec lui parce que bon, il a pas fait une si mauvaise saison que ça. Hein. Il marque 16 buts, bon, c'est honorable. Après, voilà, on a dit, il fait beaucoup d'efforts pour revenir au milieu de terrain, donc forcément, il va perdre un peu en lucidité en attaque. Après, voilà, moi, ce que je trouve dommage, c'est que au moment où Douglas Costa était le plus en forme sur la fin de saison, lui, il n'a pas été là pour peut-être pour réceptionner ses centres. Alors peut-être que c'est de la faute justement aux efforts qu'il a fait avant. Mais voilà, après, en Ligue des Champions aussi, il fait une bonne saison, c'est notre meilleur buteur. Contre Tottenham, on a vu encore son bon et son mauvais côté, c'est-à-dire qu'il va ouvrir le score et puis derrière, il va rater un penalty qui tire n'importe comment en fait parce qu'il sait juste pas où le placer. Et puis je crois qu'il y a une autre occasion aussi qui rate dans ce match-là, donc bon, Higuaín, voilà, il a fait le boulot, mais c'est pas encore. Pour moi, il est pas au niveau des plus grands attaquants européens, alors que c'est là qu'on voudrait le placer en fait. Donc moi, finalement, si je dois ouvrir le débat autour de son départ, moi j'ai pas de problème avec le fait qu'il parte en fait, parce que je crois pas que ce soit un attaquant indispensable, mais derrière, il faut quand même le remplacer par un attaquant d'un niveau important. Et à part Icardi ou Lewandowski, je vois pas d'autres attaquants meilleurs que lui, ou en tout cas qui renforceraient la Juve avec son départ. Émilie, ton avis sur la saison d'Higuaín et puis est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le vend Mon avis, c'est que je suis un peu déçue de lui. Après, bon, c'est pas que je m'en attendais quelque chose d'extraordinaire non plus. Moi, j'étais déjà très dubitative à sa venue. Il m'a fait mentir hein, parce qu'il a fait une très bonne première saison chez nous. Maintenant, sur cette saison, on va lui reconnaître qu'il a beaucoup participé au jeu et qu'il s'est beaucoup sacrifié. Et ça, faut pas lui enlever parce que ça a dû être quelque chose de pas très facile pour lui à faire. Et il était quand même habitué au Napoli à beaucoup récupérer les ballons qu'on lui donnait en attaque et à juste avoir à marquer. Donc je pense que là, il s'est beaucoup sacrifié pour l'équipe, il a bien compris ce que c'était le collectif et je trouve que c'est un très bon progrès et ça, je l'en félicite. Maintenant, à côté de ça, moi j'ai vu un attaquant fantomatique sur beaucoup de parties de la saison, plutôt absent des grands rendez-vous, mais alors c'est pas une très grande nouveauté non plus. Hein. Comme tu l'as dit, Fio, il a fait peu gagner les équipes dans lesquelles il s'est trouvé au plus haut niveau. Maintenant, on l'a pris pour passer un cap en Ligue des Champions. Dans ce sens-là, pour moi, c'est une erreur de casting parce que pour moi, c'était pas envisageable que ce soit lui qui nous fasse passer un cap. Je le voyais pas faire ça et pour les raisons que tu as déjà énoncées. Donc, je suis pas si étonnée que ça qu'au final, il n'ait pas réellement fait franchir un cap. Et bien sûr que le voir partir, ce serait dommageable si on ne le remplace pas par meilleur que lui. Mais s'il part, ce sera pas un grand drame pour moi non plus. Tout dépend du remplaçant. Quoi. Bah moi je pense que le remplaçant là déjà à la maison, hein, c'est Dybala tout simplement. Dybala, faut savoir que pour lui et en Argentine, c'est un neuf. D'ailleurs quand il était plus jeune, quand il jouait en Argentine, on l'appelait le nouveau Agüero. Et ouais, je vois pas qui on pourrait avoir de mieux, hein, parce que Icardi, c'est typiquement le type d'attaquant de surface, c'est-à-dire qu'il peut être létal quand on lui passe le ballon, quand on lui met des caviars dans la surface, mais qu'il reste du temps te fait jouer à 10, quoi. Et dans le football moderne, je suis pas sûr que tel attaquant aurait sa place dans un grand club. C'est plutôt un joueur de sub-top, parce qu'il apporte rien au jeu, en fait. Donc moi je passerai en 4-3-3, je mettrai Dybala en pointe, je mettrai Mandžukić sur le banc pour le remplacer quand Dybala est fatigué, et voilà quoi, et on go comme ça quoi. On a besoin quand même, je pense,
un ou deux attaquants supplémentaires pour faire le nombre. Parce qu'on a bien vu qu'une fois qu'on a un blessé, si jamais il y a une cumulation avec un autre, on se retrouve très vite coincé. Sur ce trio de pointe, c'est quand même compliqué de n'avoir personne. Après, quid de Piazza, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on le récupère? Est-ce qu'il repartira? Je pense que ça peut être intéressant de voir aussi ce que ce joueur-là va devenir. Pour rebondir ce que tu as dit sur Higuaín, cette saison, en 9, on n'avait que lui, hein. On n'avait personne en 9 pur derrière. Alors il y avait bien Manzou qui le remplaçait quand Higuaín était fatigué, ou alors Dybala qui prenait son poste, mais on n'en avait pas d'autres. Hein. Et c'est là qu'est le problème à mon sens. On aurait eu besoin d'avoir un backup. Ah bah oui, mais c'est sûr que même pour avoir des neufs de carrure internationale, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, donc c'est pas vraiment facile. Mais moi je vois bien Dybala en neuf. Voilà. Alors, Émilie, juste pour rebondir sur ce que tu as dit sur Piazza, il a été prêté, on le sait, à Schalke, hein, il a eu une saison compliquée hein, en Allemagne. Parce que les Allemands ne s'attendaient pas à recevoir un joueur qui était aussi loin en fait de sa forme physique. Et il n'a pas réussi à retrouver sa forme à Schalke, il n'a pas beaucoup joué au final. Et je pense que vu sa condition physique à ce jour, à moins que vraiment il se reprenne dans la préparation physique, je pense que la Juve elle le prêtera au moins pour qu'il puisse jouer avec régularité. Mais aujourd'hui, c'est pas exclu qu'il serve de monnaie d'échange. Pour revenir sur le débat de l'attaque, la Stampa, qui est un journal turinois plutôt bien informé, ils nous disent qu'Allegri voudrait un attaquant qui soit plus mobile, qui prenne plus la profondeur, et on nous parle de Morata et Martial. Alors pour moi, c'est justement l'erreur à ne pas faire finalement. C'est-à-dire que passer de Higuaín à Morata, ça serait quand même un pas en arrière. Est-ce que, Calo, tu me rejoins là-dessus, ou est-ce que toi, tu as envie de le revoir, Morata, à la Juve et en tant que titulaire? Alors, t'as cité deux noms. Moi, Martial, je suis pas un spécialiste du football français, hein, n'étant pas français, mais c'est pas un neuf. Enfin, il me semble pas que ça soit un neuf. Donc, je le vois pas vraiment jouer là, au centre de l'attaque. Coupe-moi si je me trompe, hein, Fio, c'est pas un neuf, on est bien d'accord. À Monaco, on le voyait dans une position quand même beaucoup plus offensive et plus proche d'un neuf. À Manchester United, il a été un peu baladé sur les côtés. D'accord. Mais c'est un profil, en tout cas, au niveau de la rapidité et de la profondeur qui correspond plus peut-être à ce que veut Allegri, en fait, par rapport à, si on compare par exemple à la rapidité légendaire de Gonzalo Higuaín. Oh, lol. Sinon, pour rebondir ce que tu as dit sur Morata, alors moi je suis contre son retour pour la raison suivante. Déjà, de 1, je suis contre les plats réchauffés. J'ai toujours l'impression que c'est toujours moins bien la deuxième fois, quoi. Il n'y a pas comment vais-je dire, le petit piquant du nouveau, de rentrer dans une nouvelle équipe avec un nouveau centre d'entraînement, de nouveaux coéquipiers. Lui, il sera un petit peu trop à l'aise, peut-être. Et puis 2, je sais pas si c'est un petit scoop, mais c'est quelqu'un qui est faible mentalement. Je sais de sources sûres, hein. Je vais pas dire comment ou de pourquoi. Je vous le dirai peut-être après le podcast, mais pas dans le podcast. Il est assez faible mentalement. C'est un joueur qui comment vais-je dire, qui est sujet aux dépressions. Quand quelque chose ne va pas bien, il s'effondre un peu. Il est dominé par ses émotions. On va dire ça, ouais. Et donc voilà. Maintenant, est-ce que j'ai de l'affection pour lui? Oui, j'en ai. Mais on parle de plus de 60 millions d'euros pour lui, et moi, plus de 60 millions d'euros pour Morata, je ne les mettrai pas. Voilà. Maintenant, si on nous le fait revenir pour 20 millions, le petit Alvaro revient dans nos bras, hein, c'est sûr. Hein. Pour moi, en remplaçant, oui. Mais pas en tant que grande star remplaçant de Higuaín. Et puis comme tu le dis, c'est plus une première fois, puis la première fois a pas été top, hein, franchement. Alors d'accord, il a marqué des buts décisifs en Ligue des Champions, mais on parle d'un attaquant qui a jamais dépassé les 10 buts en Serie A sur 2 saisons. Émilie, Morata, tu veux le voir revenir, en quel statut Non, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, Morata, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais à côté de ça, je le verrai pas revenir. Pour moi, il a pas été assez, il a pas assez montré en fait en étant là déjà pour se dire c'est vraiment la personne qui nous manque et c'est lui qui va nous faire passer un cap. J'y crois absolument pas. Pour moi, il a montré ses faiblesses qui étaient quand même assez importantes. Hein. Donc après, effectivement, il a été décisif sur des matchs très importants. Maintenant, à côté de ça, il a été aussi beaucoup absent, hein, quelque part. Sur certains autres matchs, il a quand même beaucoup joué quand il était chez nous et c'était quand même pas tout à fait
transcendant. Donc non, pour moi, Morata, il y a mieux à faire que prendre Morata, surtout pour le prix demandé. Allez, moi pour finir l'émission, je vous propose une situation un petit peu utopique. Vous avez budget illimité et vous pouvez choisir le futur numéro 9 de la Juve. Je vais me prêter au jeu le premier. Moi, je vais avoir une position qui est très impopulaire chez les Bianconeri, mais je l'assume totalement. C'est Icardi, parce que Icardi, c'est un joueur que je suis depuis qu'il est à Sampdoria. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Il est plus jeune que Higuaín et pour moi, il peut vraiment devenir une référence à son poste en quittant l'Inter, quand même, en rejoignant une vraie équipe de football. Il peut devenir vraiment l'un des meilleurs numéro 9 au monde, je pense. Calo, budget limité, tu prends qui ? Alors, budget limité, je m'attendais pas à la question. Moi, je préfère jouer à 11, hein. Je ne pas jouer à 10 comme toi tu sembles aimer. je mettrais Cristiano Ronaldo en 9, hein. Budget limité, autant prendre le meilleur, quoi. Émilie, ton attaquant de rêve, toi, ce serait qui ? De rêve, je ne sais pas. Dans l'immédiat, maintenant, si on reste sur les propositions ou sur les joueurs un peu qui existent dans l'immédiat, je partirais Lewandowski, ça me plairait bien. Je trouve que c'est un joueur qui pourrait être très percutant. Ou allons un peu plus dans la folie. Un joueur comme Griezmann, moi, ça m'aurait plu à la Juve. C'est, je pense, vraiment un joueur qui pourrait apporter énormément. Gonzalo Higuaín partira-t-il de la Juve ou non? Affaire à suivre, et ce sera à suivre bien sûr sur Style et Juve pendant tout l'été. On vous fera vivre également le reste du mercato qui promet, je pense, quelques surprises après la Coupe du Monde surtout. On vous remercie de nous avoir suivis pour cette soirée. C'était donc le dernier bilan de l'équipe. Il en restera un à faire. On parlera très prochainement de notre entraîneur Massimiliano Allegri. Ce sera la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Très bonne continuation à vous. Ciao. Salut à tous. Salut.